Bonjour à tous. Alors, déjà, un grand merci à Florence de m'accueillir sur ces vidéos. Donc, effectivement, on se rencontrait lors de l'INA et on était un groupe fabuleux. Donc, on a fait effectivement plein de belles rencontres. Donc, effectivement, je suis tampologue. Il y a quelques années, j'ai fait un burn-out. Mon corps a dit stop. Je pouvais plus. Un matin, je pouvais plus me lever. Donc, mon dos était bloqué. Et là, les médecins m'ont dit, bah, il va falloir prendre soin de vous si vous voulez pour éviter l'opération. Donc, c'est un peu comme ça qu'a démarré ma démarche pour, pour reprendre du temps pour moi. Et puis, j'ai fait une formation sur la gestion du temps. Et donc, maintenant, je suis tampologue. Donc, j'accompagne les gens à mieux s'organiser, à mieux gérer leur temps. On va voir, diminuer la charge mentale et puis voir ce qu'on peut mettre en place, des principes. Donc, aujourd'hui, effectivement, on va voir comment s'organiser pendant le confinement, mais surtout comment aujourd'hui préparer le après confinement qui, pour beaucoup d'entre nous, va être une période assez chargée, puisque les activités vont démarrer plein pot, il faut l'espérer, pour la majorité. Oui, Pour la majorité. Donc, normalement, vous, dans votre métier, c'est justement les gens se disent il va falloir retourner voir l'esthéticienne, oui. Alors, on a des coiffeuses aussi. Hein. Ah, Là, on a des artistes. C'est deux métiers, effectivement, où les gens disent bon, on ne peut pas faire ça tout seul. Donc, aujourd'hui, alors, je vais vous parler de tout ce qui est la charge mentale, enfin, vraiment en condensé, voir ce qui est vraiment important pour soi, quel domaine de vie on veut privilégier et s'il faut en privilégier justement ou pas. Donc, prendre du temps pour soi, pour son couple, pour ses enfants. Donc, c'est vraiment ce temps de confinement, ça va être aussi l'occasion pour mettre en place de nouvelles habitudes. De se dire, bon, qu'est-ce qu'aujourd'hui je mets en place pour l'après. Je vais aussi aborder rapidement une partie sommeil pour dire voilà, l'importance du sommeil maintenant, mais aussi après, puisque c'est quand même ce qui détermine nos journées. Et donc voilà, et comment préparer la fin du confinement, puisqu'on sait que c'est ce qu'on va faire maintenant, enfin, c'est ce qu'on fait maintenant qui construit notre futur. Donc, important de le préparer. Oui, j'ai beaucoup d'esthéticiennes qui m'ont posé comme question en se disant ah là là, là on a du temps et en fait on savoure ce temps qu'on avait perdu puisqu'on est toute la tête dans le guidon. Et elles me disaient ah là là, je stresse parce que elles commencent à stresser parce que elles se disent que à l'arrivée, comme il va y avoir beaucoup de demandes et comme elles n'ont pas eu de chiffre d'affaires, elles voudraient rattraper leur chiffre d'affaires, enfin entre guillemets, essayer de le rattraper un peu. De limiter la casse. On n'a pas envie de repartir la tête dans le guidon, submergé de travail, alors que là, on voit qu'il y a quand même une qualité de vie qu'on peut avoir, même si on est entrepreneur. Donc, ça a été la question la plus récurrente qui est venue pour ta préparation. Et ce qui est compréhensible, et c'est justement maintenant qu'on a un peu de temps, c'est préparer l'avenir, réfléchir à ce qu'on a envie aussi de changer dans le futur. Tout à fait. On t'écoute alors pour tous ces conseils. Alors, donc après, voilà, il va y avoir pas mal de choses. Chacun va prendre un peu aussi ce qu'il souhaite, ce qui lui parle. Donc, vous ne pourrez pas mettre en place tout, mais prenez vraiment notez les éléments clés qui résonnent en vous. Donc, alors, je vais démarrer avec la charge mentale parce que je pense que c'est vraiment important de comprendre que, alors, il y a déjà deux charges mentales. Donc, il y a la charge mentale au travail, quand on a beaucoup de choses à penser, mais aussi la charge mentale qu'on appelle de la ménagère. C'est toute la logistique qu'on a à penser aussi pour la famille, pour le hors travail.
Donc, c'est vrai que la charge mentale, c'est avoir à l'esprit une liste de tout ce qu'on a à faire pour pas oublier de les faire. Mais c'est pas le fait de réaliser la tâche qui va nous fatiguer, mais c'est que le cerveau continue à travailler en permanence. Il tourne en boucle à des choses qu'il faut vraiment penser. Donc, on est toujours occupé à penser. Il faut savoir que même la nuit, notre inconscient continue à travailler. Et notre cerveau, pourtant, même s'il ne fait que 2% du poids de la masse de notre corps, c'est lui qui va consommer 20% de notre énergie. Donc, il faut se dire que c'est un très gros consommateur d'énergie. C'est pour ça que des fois, quand on est un peu en surcharge mentale, on va se sentir fatigué. Alors, ce n'est pas une fatigue physique, mais c'est vraiment une fatigue mentale. Donc, c'est vraiment à un moment donné, le cerveau peut arriver à saturation. Et cette saturation peut provoquer des problèmes physiques. Que ce soit, moi c'est mon corps qui a dit stop, mais après, ça peut être des maladies, des problèmes de peau. Enfin, il y a toutes sortes. En fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'on a envie effectivement de tout organiser, tout concilier. De tout assumer. Et puis, on est aussi arrivé dans une société où tout est devenu instantané. On voudrait pouvoir tout répondre dans l'immédiateté, être dispo 24 sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit pour le boulot, la famille, les amis, répondre voilà, sans arrêt. Plus de ça, du coup, on a des agendas qui se remplissent. Et on a même tendance à remplir pour les agendas des enfants. Donc, on verra que c'est important aussi de savoir prendre des pauses. En plus de ça, alors je ne sais pas s'il y en a encore parmi vous qui écoutent régulièrement les informations, mais les informations, ça pollue vraiment le cerveau parce que c'est que essentiellement, on va dire, des choses négatives. Et c'est vrai que, voilà, je vois que c'est marqué trop anxiogène. Effectivement, c'est vraiment anxiogène. Donc, notre cerveau a besoin d'avoir du positif et de pas être pollué. Donc, moi, là, je me tiens informée en regardant ponctuellement ce qui m'intéresse. Enfin, voilà, c'est moi qui vais chercher l'information et c'est pas l'information qui va à moi et qui me déferme. C'est pareil avec nos téléphones. On a tendance à toujours vouloir être disponible, donc le laisser allumer. Mais qui dit allumé, c'est allumé, c'est-à-dire qu'on peut avoir des notifications. Donc, important de pouvoir aussi se couper et de se dire à un moment donné, voilà, bon, j'espère que là, vous avez toutes coupé votre téléphone, toutes votre notifications pour être tranquille en principe, elles sont habituées. Je leur ai déjà dit couper les notifications, mais effectivement. C'est vrai que c'est très important. Donc, vraiment, ce risque, si à un moment donné, on arrive en surcharge mentale, c'est de la fatigue, mais il y a aussi un risque de conflit avec les autres. C'est notre humeur qui va aussi changer parce qu'on en a tellement, on a l'impression que la coupe va déborder que voilà, ça ressort, ça rejaillit. Il y a des émotions, l'émotion de la colère qui peut ressortir et effectivement, ça peut aller jusqu'au burn-out. Donc, la première étape, là, moi je dirais profitez-en pour libérer son esprit, c'est-à-dire vraiment mettre à plat, écrivez, alors soit sur un papier, soit sur, je ne sais pas si vous utilisez Trello, donc vraiment, ou des mime mapping, mais mettez un maximum sur coucher tout ce que vous avez dans la tête, mais que ce soit des projets immédiats, des projets futurs, même des petites choses, même sur la liste de courses, est-ce que c'est la peine de s'encombrer, de se dire il faut que je me rappelle d'acheter ça? Non, il faut le marquer. On aimerait que notre esprit, on se dit oui, mais il faut faire travailler notre mémoire. Mais en fin de compte, ce qui est important, c'est de libérer de l'espace. C'est un peu comme sur un disque dur d'un ordinateur. Il faut à un moment donné libérer de l'espace pour qu'il y ait des nouvelles idées, des nouvelles choses et qu'on puisse vraiment aussi mieux trier et mieux savoir quelles sont nos priorités. Tant que c'est dans la tête, on va plus avoir du mal à le ranger. Imaginez un placard.
Des fois, c'est plus facile de vider tout un placard, de faire un tri et de le ranger. Il faut se dire, notre cerveau, c'est un peu pareil. Il faut tout mettre à plat, enfin, tout faire sortir et plus facile à trier et se dire ce qui est, voilà. Donc, ce qui est important. Donc, c'est le deuxième thème que je voulais aborder avec vous. Donc, qu'est-ce qui est important? On va parler de priorité. Alors, qu'est-ce qu'une priorité? Donc, la définition, c'est le droit de passer avant les autres. Effectivement, moi, j'ai repensé à quand on était au self ou si vous avez des enfants qui vont encore au self. Des fois, il y a des droits prioritaires. On a le droit de passer avant tout le monde parce qu'on a une activité, sur le temps du midi. Mais la priorité à droite aussi, c'est le dire on va passer avant la voiture qui vient de gauche. Donc, une priorité, c'est se dire qu'est-ce qui va m'apporter le plus de changements et qui va avoir un impact réel sur ma vie. Donc, c'est ça une priorité. Alors, j'ai un blog qui s'appelle Tant mieux attitude, tant TEMPS, bien sûr, Tant mieux attitude. Et il y a une vidéo d'un professeur, c'est pour des grands, qui met des gros cailloux. Vous devez connaître ce principe-là, en disant on commence par mettre dans notre journée. Mais la vidéo, elle est très, très pertinente. Elle est très impactante. Elle est très, très pertinente. C'est bien d'y repenser de temps en temps. Donc, c'est important de gérer ses priorités. Donc, effectivement, pour garder cette énergie pour les choses importantes. Ça va nous éviter aussi de courir dans tous les sens et de perdre et du temps et de l'énergie. Je reviens toujours à ça. Éviter de se disperser. Bon, voilà. Et aussi, ce qui est important, c'est de se dire, ce que j'ai commencé à faire, aller jusqu'au bout parce que ça va vous libérer l'esprit aussi. Dire bon voilà, ma tâche elle est complètement finie, je tourne une page pour ça et je repars. Si vous avez, alors je sais pas moi, à un moment donné votre comptabilité à faire, il faut mieux se dire bon voilà, je la fais vraiment maintenant et après hop, j'en parle plus, c'est fini. Il faut savoir que si c'est pas nous qui choisissons nos priorités, ça va être les autres qui vont choisir les priorités pour nous. On va être sollicité et on va pouvoir faire passer. Alors, je ne dis pas qu'il faut refuser tout ce qui se présente autour de soi, mais il faut vraiment savoir ce qu'on a envie. Alors, moi, je prends souvent l'exemple de la boussole. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. La boussole, c'est vraiment elle qui va nous indiquer la direction. Quelle direction, vers où on veut aller. Vous imaginez que si vous partez en vacances, vous savez où vous voulez aller. Après, quelle route vous allez prendre, c'est autre chose. Mais c'est bien d'avoir des objectifs, de savoir par où aller. Alors, vous avez certainement entendu parler de la matrice ou pas d'Eisenhower, distinguer l'urgent et l'important. Tu peux le rappeler parce que même si je l'ai déjà dit à certaines, c'est toujours bien de faire un petit rappel sur l'urgent et l'importance. On a tendance à toujours se mélanger ou penser que tout est important et tout est urgent. Donc, je te laisse rappeler, c'est toujours intéressant. Alors, ce qui se passe, c'est que, je vais vraiment l'expliquer rapidement parce que sur mon blog, j'ai vraiment un article consacré qu'à ce sujet-là, donc ça sera plus détaillé. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si on ne traite pas les choses importantes aujourd'hui, elles vont devenir urgentes demain. Et rapidement, donc il y a 4 cases, on va dire. Qu'est-ce qui est urgent mais non important? Il y a des choses, on a l'impression que c'est urgent à faire, mais si on ne le fait pas, quel va être l'impact pour soi? On va dire par exemple, je devais préparer ce soir, je parlais sur le plan personnel, je devais préparer ce soir
un gâteau, bon, parce que est-ce que c'est vraiment une urgence tout ça? Ah oui, c'est parti, voilà. Bah, je te partage ton article, comme ça, tu sais, c'est plus visuel pour elle. Je te laisse parler. Bon, après, c'est vrai que je voulais pas y passer beaucoup de temps parce qu'il y avait beaucoup de Non, choses mais bah, voilà, comme ça, à c'est dire. visuel, Mais elle alors, comprend. voilà, donc je vous l'explique. Donc, ici, c'est ce qui est urgent et l'autre, et de ce côté-là, ce qui est important. Donc, tout ce qui est urgent et important, c'est à faire par vous-même ou à déléguer. Ce qui est urgent et non important, ben là, on voit qu'effectivement, on peut le déléguer. Non urgent, ah oui, toi, il ne voit pas ma souris, c'est ça? Non, c'est ça. C'est pour ça que j'ai Donc, dans fait ça. la partie 1, du coup, je suis perdue, moi. Donc, oui, non plus, c'est vrai que, Là, oui, voilà. Donc, là, non urgent et important, donc ça, c'est à planifier. Effectivement, ce n'est pas urgent aujourd'hui, mais si vous ne le faites pas, par exemple, de prévoir le après-confinement, c'est à dire, ben, on le travaille aujourd'hui pour effectivement qu'il n'y ait pas d'urgence au moment de la reprise. Et puis, bah, tout ce qui est non urgent et non important, bah, c'est à éliminer. Mais bon, je vous invite à aller voir effectivement j'ai mis le lien sur le bah, c'est chat. super. J'ai mis les liens. Merci Florence. Elle est vraiment au top, Florence. Effectivement, elle est partout. J'essaye d'être assistante là. Donc et après, bah, voilà, il y a toute la partie planifiée. Donc, pareil, j'ai un article pour planifier. Ce qui est important, c'est aussi de s'écouter, écouter son GPS intérieur, savoir ce qui est bon pour nous, bon pour notre entourage. Donc voilà. Et aussi ne pas avoir envie de se compliquer l'existence. Des fois, c'est des choses simples qui peuvent être très efficaces et ne pas. J'avais lu dans un livre qui m'avait vraiment marqué en disant une maman qui voulait absolument tous les jours éplucher les légumes, faire la cuisine pour ses enfants, bah, c'était très remarquable. Mais à la fin, est-ce qu'on retiendrait ça et est-ce que c'était ça qui lui plaisait vraiment? Elle n'aimait pas forcément faire la cuisine, c'était une obligation pour elle. Alors que de temps en temps, dire, bon, voilà, je mets des légumes surgelés, des choses comme ça, c'est aussi pouvoir trouver des petites solutions pour se simplifier la vie et ne pas se mettre d'obligation. Donc, pareil, Florence vous a peut-être aussi parlé éviter les il faut et je dois. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais j'en Premier partage, coup. j'aborde simplement, voilà, que c'est important pour d'éviter de. Pareil, sur un problème, on le reverra tout à l'heure, mais éviter d'amplifier le problème et plutôt essayer de trouver la solution qui est à mettre en place derrière. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la Tour Eiffel, elle ne s'est pas construite en un jour. Donc, c'est vraiment, tout va être fait pas à pas. Quand les clientes vont revenir après le confinement, vous n'allez pas pouvoir tout faire, effectivement, mais ça va être petit à petit. On en reparlera aussi à la fin. Et bon, important d'être bienveillant avec soi-même et de se dire, bon, voilà, on ne peut peut-être pas tout faire, mais on fait les priorités. Donc après, c'est vrai que ce qu'on aimerait, c'est privilégier, enfin, pouvoir concilier tous nos domaines de vie, que ce soit travail, famille, couple, enfants, les réseaux sociaux, les amis. Et effectivement, c'est important. Mais il va y avoir des choix à un moment à faire et il y a des périodes de vie où on va accentuer plus sur un domaine que sur un autre, sans oublier les autres. Et ceux où on va passer un peu moins de temps, ce qui va être important, c'est d'avoir un temps de qualité. Vraiment de se prévoir un temps privilégié, que ce soit avec ses enfants, vraiment faire quelque chose qu'on aime et se dire, bon, ben voilà, ce temps, on le passe vraiment ensemble. Pareil avec son conjoint. Mais là-dessus, je vais aussi y revenir. Prévoir. Donc là, actuellement, je ne sais pas si vous pouvez, vous avancez déjà aussi sur votre
sur votre job, si vous avez du temps, si vous consacrez du temps. En tout cas, ce qui est mieux, c'est de se dire, bon, allez, j'y pense 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, ou plus en fonction de 4 heures. Je ne sais pas quel est le temps nécessaire en ce moment pour en tout cas travailler vraiment. Mais il faut mieux se concentrer en disant, bon, je travaille 1 heure, 2 heures le matin et puis après 2 heures, mais ne pas le distiller tout au long de la journée. Hein. C'est les temps que vous allez consacrer au travail, vraiment le consacrer au travail. Le temps que vous allez consacrer à votre famille, c'est vraiment consacré à votre famille. C'est compartimenter pour être plus efficace et pas se polluer toute la longueur de journée avec le travail. En fait, ce que tu dis, c'est ne pas travailler sur l'ordinateur pour les publications qu'on va faire Facebook pour les clientes, tout en jetant un œil sur les devoirs du fils qui est en train de travailler, répondre au mari pour savoir ce qu'on va manger ce midi, par exemple, et répondre à 2 SMS en même temps. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Après, il va y avoir, il y a des choses qu'on peut faire en même temps. Mais par exemple, si vous avez vraiment besoin, alors moi je pense toujours à la comptabilité parce que tu demandes de la concentration, c'est de se dire, je fais que ça et je m'y mets vraiment pendant une demi-heure, 1 heure et après je fais autre chose. Après, il y a des choses effectivement le temps qu'on cuisine, on peut jeter un coup d'œil à droite, à gauche. Mais effectivement, c'est si on fait en même temps une publication, on risque de faire cramer quelque chose. Mais c'est ce qu'on dit. On dit qu'il faut mieux faire une chose à la fois et la faire bien. Et après, passer à la suivante. Après, je sais que pour celles qui ont les enfants, c'est important d'être disponible, mais pas en permanence. C'est-à-dire, à un moment donné, dire, bon, là, j'ai besoin d'être tranquille pendant 1 heure. Merci de me laisser vraiment tranquille pendant 1 heure. Alors, Estelle nous pose justement la bonne question, mais il faut évaluer le temps que la tâche va nous prendre. Effectivement, des fois, quand on commence, c'est pas forcément évident d'estimer. Alors, en général, on se met une marge en se disant, bon, je prévois que ça va me prendre 2 heures. Alors, soit je le découpe en 2 fois 1 heure. Déjà, non, parce qu'il faut se mettre une petite marge. Si vous faites un planning, ne jamais vous le remplir au cordeau. Ne jamais vous dire, voilà, de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure. Il y aura forcément des aléas. Donc, planifiez des moments où vous allez avoir des creux, et ils finiront forcément par se remplir, ou sinon, vous prendrez du temps pour vous. Mais c'est vrai qu'au départ, on a du mal à évaluer une tâche parce que c'est la première fois qu'on le fait. Mais au bout d'un moment, on va savoir combien. Alors, oui et non. Alors, mon chéri me dit toujours pour combien de temps t'en as? Et je pense que Estelle est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'on commence un truc et puis, par exemple, répondre à ses stagiaires, et ça prend du temps. Alors, moi, ce que je me suis fixée, parce que je suis en incapacité de faire ce que tu dis malgré mes habitudes, etc., j'avoue, comme le cerveau n'est focus que jusqu'à 1h30, 2 heures, grand maximum, je me place 1h30. Je sais que je vais déborder, donc je me connais, hein, mais je me force à faire que 2 heures une tâche. C'est-à-dire que même quand, là, j'en ai plein qui font des formations avec moi, j'ai mis 1h30 de formation en live. Je sais que je déborde jusqu'à 2 heures généralement, mais point barre et on s'arrête. Et même si je fais un truc important où je crée une formation, où je réponds aux mails, maintenant je me fais au maximum des plages d'1h30 qui débordent jusqu'à 2 heures, mais je sais que je ne vais pas aller plus loin parce que mon cerveau sera plus performant. Donc je ne sais pas évaluer, mais je me suis imposé un timing en fait. Alors tout à fait, Florence, ça c'est bien. Et en plus de ça, on peut avoir aussi une tendance à remplir le temps. C'est-à-dire que si on sait qu'on a 3 heures pour le faire, on va mettre 3 heures pour le faire. Si on sait qu'on a 1 heure, on va mettre, ça va peut-être passer en 1h15, mais on va faire. Plus on dit qu'on va avoir de temps, plus on va mettre du temps pour le
pour le faire. Il y a une loi, c'est la loi de la dilatation du temps. Voilà. Donc, et puis, en plus de ça, pour certaines personnes, il y a le côté perfectionniste qui va arriver. Et on va vouloir toujours faire mieux, de toujours. Ouais, Donc, à un moment donné, il faut se dire c'est ça. stop. C'est la loi des 20-80 en disant qu'on va passer. Ouais. 20% de notre énergie va permettre de 80% de résultats, effectivement. 80% de résultats. Et moi, je sais que, alors des fois, on me dit que mes vidéos sont pas parfaites, je suis très nature, je balance les choses, mais alors effectivement, moi, j'ai pas du tout le côté perfectionniste, mais dans un sens, bon, bah, je fais, c'est peut-être pas bien, mais c'est fait, et au moins, je passe à autre chose. Et moi qui suis voilà, comme dit Estelle, après, je décroche, je m'ennuie. Moi, j'ai besoin d'avoir un cerveau stimulé, et donc, oui, c'est pas parfait, mais c'est OK, on avance, et c'est pas parce que tu as un super planning tout beau, si tu fais rien parce que tu dis ah là là, il reste encore ça à faire, autant passer à l'action et avancer. Ah oui, de toute façon, on dit toujours il faut mieux fait imparfait que pas fait du tout. Donc, voilà, c'est clairement. Après, par exemple, sur des posts Facebook, on sait que ça ne va pas rester. Donc, sur certaines choses, c'est peut-être pas la peine d'être perfectionniste et se prendre la tête. Et j'en connais parce que je fais beaucoup de coaching au niveau des esthéticiennes sur leur entreprise. Et combien j'en ai qui passent des heures et des heures pour faire un post nickel chrome, petits oignons, etc. Et effectivement, pour une visibilité quand même pas énorme. Alors, je suis pas en train de dire de faire tout à l'arrache, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais effectivement, aller à l'essentiel et dès qu'on s'arrête sur du détail, là, on tombe dans la perfection et du coup, en fait, on perd du temps pour des détails qui n'en valent pas la peine. Est-ce que notre temps n'est pas plus précieux que des détails? Voilà, c'était juste. Voilà. Bon, j'ai un article aussi sur savoir si perfectionniste c'est une qualité ou un défaut. Donc, c'est une qualité, mais pas à l'excès. Non, mais non, jamais. Enfin, moi, j'ai été perfectionniste et je sais ce que ça m'a valu. Donc, non, c'est fini d'être perfectionniste. On fait au mieux de ce qu'on peut. C'est pas négliger les choses, mais à un moment donné, il faut savoir dire stop. Et donc, il y a aussi la méthode du Pomodoro. Tu sais, les 25 minutes, faire une pause, reprendre 25 minutes. Mais effectivement, c'est pour ça que je disais, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire à un moment donné. Mettez un timer pour dire c'est la fin. Et puis, vous y reviendrez plus tard ou le lendemain. Alors, j'en étais à me dire oui. Donc, alors, ce qui est aussi, pour certaines personnes, ce qui est bien, c'est aussi de commencer par ce qu'on aime le moins. C'est ce qu'on appelle la priorité à l'effort, ça s'appelle. Alors, en gestion du temps, il y a plein de lois. Donc là, c'est la loi de Laborie. Et c'est priorité à l'effort, c'est commencer par la tâche qu'on aime le moins, qu'on n'aime pas faire. Parce que une fois qu'elle sera faite, on en est débarrassé et puis on est content parce qu'on a fait quelque chose et on dit notre journée a déjà bien démarré parce que donc, notre cerveau, il est dans son mindset est positif. Donc voilà. Après, oui, connaître ces petites voies. Donc, on parlait d'être parfaite, mais là, ça va être dans le fait plaisir. Certaines personnes vouloir faire plaisir à tout le monde, sauf que elle ne s'écoute pas elle-même. Alors, tu as que des faits plaisir là. La ton audience n'est que des faits plaisir. On est dans le service, on est dans l'amour de la cliente, le service plus. Tu n'as que des petits faits plaisir qui ne savent jamais dire non. Ça, donc vas-y, mets un bon coup là-dessus parce que là, on est au top là. Donc, c'est important, bien sûr, de vouloir faire plaisir, mais à un moment donné, il ne faut pas que ce soit à votre détriment. Il faut aussi s'écouter et en fin de compte, on a la personne qui est la plus importante. Pour celles qui ont pris l'avion, elles savent très bien que le masque à oxygène, on nous dit, on commence par le mettre par soi pour pouvoir aider après les autres. C'est-à-dire que si on a un enfant, on ne met pas à l'enfant le masque à oxygène, on commence par soi. Et donc, j'aime bien cette image en disant, d'abord s'occuper de soi pour après être en énergie et pouvoir s'occuper aussi des autres.
Ouais, Estelle dit surtout pour son entreprise, c'est compliqué, mais en fait, ça c'est vraiment important, c'est quand vous dites oui à tout le monde, en fait, vous vous dites non à vous-même. Il faut bien, donc en fait, vous le dites non quand même à quelqu'un, c'est Oui, à vous-même. C'est parce que c'est finalement la personne la plus la plus importante de sa importante. vie, c'est soi, effectivement. Et pour son entreprise, bon, je l'étais aussi. Et effectivement, il y a un moment donné, on ne peut pas dire oui à tout. Et quel est l'objectif? Et c'est dû l'importance de travailler sur qu'est-ce qu'on veut, quel est l'objectif qu'on veut atteindre et est-ce qu'il est réalisable en ce moment par rapport à ses contraintes, en fait. C'est ça. Mm. On ouvrira les micros à la fin pour qu'on puisse vraiment échanger sur. Ah, mais elles peuvent parler, hein, elles savent C'est qu'elles là peuvent. où, si vous voulez en parler maintenant, mais c'est vrai que Mhm. de voir pour la reprise, mais oui, si quelqu'un veut intervenir, Bien sûr. bien sûr. Alors, ce moment de confinement, ça va vraiment être l'occasion de mettre en place aussi des nouvelles habitudes. Alors, peut-être faire disparaître certaines mauvaises habitudes, entre guillemets, mais en tout cas de réinstaller d'autres. Donc, on en parlait, mais c'est vraiment s'écouter, se questionner sur ce qui nous met vraiment en joie, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous met en énergie. Donc, nous, on a un exercice qui, euh, qui se dit, enfin, c'est important dans une journée, on est à peu près à 70% en énergie haute et 30% en énergie basse. D'accord? Mais si on n'est pas en énergie haute positive, on risque de passer en énergie haute négative. Donc, la négative, ça va être tout ce qui est colère, rancœur, conflit. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir faire une liste de 10 choses qui vont vous mettre en énergie positive haute. Alors, moi, je sais que j'ai mis de la musique, voilà, des jeux avec mes enfants. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui me mettent en énergie haute positive. Et si à un moment donné, vous êtes un peu dans la colère en disant bah, comment je fais pour revenir et faire quelque chose qui me fait plaisir et me faire du bien. Donc, prendre ce temps en ce moment pour faire cette liste des 10 choses qui vous mettent en énergie haute positive et aussi 10 choses qui vous mettent en énergie basse positive. positive. Parce que si on n'est pas, si on fait rien pour se poser, pour prendre du temps pour soi, pour prendre du temps même calme, même avec les autres, ça peut être un temps de lecture, un temps de cocooning avec son conjoint. Si on ne prend pas ce temps-là, on va passer en énergie basse mais négative. Mm. Donc, ça va être plutôt tout ce qui est ruminer des idées noires, être pas bien. Alors, on peut être comme ça de temps en temps, mais si ça dure trop longtemps, de se dire, bon, qu'est-ce que je fais pour revenir en énergie basse positive? Donc là, ça peut être de la méditation, la respiration, on parle beaucoup de cohérence cardiaque, ça peut être de la lecture, de la musique douce. Donc, il y a plein de. Donc, à vous de trouver ces 10 choses, énergie haute positive, énergie basse positive, et prenez là, en ce moment, le temps de le faire. Ça vous servira quand vous allez être dans le. Déborder, va vous dire bon, qu'est-ce que je peux faire pour me ressourcer? Parce que c'est vraiment des choses qui vont vous ressourcer, vous remettre en énergie. Hein. Mm. Oui, parce qu'en fait, on pense toujours que l'énergie doit être haute et on doit être au taquet, mais en fait, non, pas du tout. Une énergie basse peut être positive quand on est dans le calme, la sérénité, la tranquillité. C'est un moment où le corps se repose, se ressource pour remonter en énergie haute. Donc, on a quand même des moments dans notre journée où on a une énergie basse, mais c'est normal, c'est, je dirais, naturel. Mais il faut faire des choses qui restent du côté positif, agréable. Quelles sont les activités qui sont agréables et qui nous posent pour repartir après, pour refaire une autre montagne dans la journée? C'est ça. Parce que je pense que je l'aborde un peu plus tard, mais ce qui est important, c'est de faire des pauses. Ouais. Notre corps n'est pas fait pour faire toujours la même chose constamment. On a besoin de varier les rythmes, de faire même si c'est des micro-pauses de 2-3 minutes, ça permet de se ressourcer.
vous qui êtes généralement debout toute la journée, ben, de pouvoir se poser ne serait-ce que 3 minutes au calme alors moi j'ai une application qui s'appelle Respirelax pour faire la cohérence cardiaque, tu sais, pour respirer à fond. Ben, ça permet de se ressourcer et de repartir. Donc, des pauses, même sur les temps de midi, prenez le temps de manger, de vraiment se faire, même si c'est une demi-heure, mais faire une vraie pause pour après être plus… Ouais. Et ça, c'est compliqué. Là, souvent, tu en as là, des chefs d'entreprise, quand elles mangent, elles écoutent leurs répondeurs, elles répondent aux clientes, elles font leur planning, elles rangent leur cabine. Hein, ça parle à beaucoup, là, je les vois hocher de la tête, là. Et j'étais comme ça aussi. Et effectivement, en plus, quand on mange comme ça, on n'est pas en conscience, donc on va manger trop ou mal. Et on va avoir un problème aussi de surpoids. Bon, on en a déjà discuté avec Nathalie sur les grignotages. Mais oui, tu ne prends pas le temps de manger. Mais en fait, c'est une erreur. Il faut prendre ce temps parce que ce temps même minimal de se connecter à ce qu'on mange et cette pause, ça va te faire mieux repartir sur tes clientes et tu seras plus en énergie. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est notre société qui veut ça. On veut tout faire, comme tu disais tout à l'heure, l'immédiateté. On veut tout faire tout le temps vite. Et en fait, non, c'est une erreur. On se respecte pas et du coup, c'est comme ça qu'on se crée de la fatigue et comme tu disais, un burn-out jusqu'à… Voilà. Alors, pour celles qui n'ont pas l'habitude de prendre vraiment un temps de pause, commencez par un petit temps de 5 minutes. 5 minutes, vous dites, bon, allez, aujourd'hui, je m'accorde mes 5 minutes où je ne pense à rien d'autre, je ne regarde pas mon téléphone, je suis… alors, je sais que pour moi, ce qui est le plus facile, c'est de faire la respiration parce que là, on est concentré sur la petite boule, c'est sur mon téléphone qui monte et qui descend. Mais bon, après, trouvez-vous, ça peut être une petite lecture, mais peut-être effectivement que pour certaines, le temps de pause, ça va être de regarder Facebook, mais faites que ça hein, et ne culpabilisez pas. Si vous le faites vraiment et vous ne faites pas plusieurs choses. Ouais, mais le Facebook, ça va comme tu disais, oui, ça va continuer à côté. Tu as des informations que tu ne contrôles pas. Donc, en fait, c'est encore l'extérieur qui t'impose l'énergie que tu lis sur les posts, d'accord et en fait, tu n'es pas vraiment centré sur toi. C'est la problématique. Oui. C'est mieux. Après, c'est vrai que moi, je dis par exemple, quelqu'un qui a un métier… alors, je pense, moi, j'étais dans une usine de production avant. Je faisais la planification, la gestion des stocks. Et j'avais des collègues qui faisaient le montage, hein, qui étaient sur ligne. Et donc là, c'était elles, pendant les temps de pause, elles avaient plus besoin d'activer leur cerveau. Tu vois, ça dépend aussi pour changer de rythme. Pendant sa pause, si on est debout, s'asseoir, si on est assis, bouger et changer. Mais l'idéal, c'est vraiment de presque penser à rien ou écrire quelque chose qui fait du bien, mais ou manger, comme tu dis, en conscience, ou faire un petit peu d'exercice, aller se balader 5 minutes le temps du midi pour s'aérer et revenir. Et en plus de ça, vous verrez, en général, on est plus efficace et on a les idées plus claires. Alors, quand on disait essayer de concilier aussi tous les domaines de vie, voir quelles sont les activités qui vous font plaisir, que vous pouvez faire avec vos enfants, votre conjoint. Moi, j'ai un petit livre, par exemple, qui disent pour faire des activités physiques, on peut le faire avec un bébé, hein, vous voyez. Hein. Ou alors, on peut le faire aussi avec son compagnon. Donc, c'est associer deux choses. C'est de se dire, ben voilà, je passe du temps avec mon compagnon, mais à faire une activité qui me ressource aussi. Et pareil avec ses enfants. Alors, je ne sais pas si vous êtes nombreuses à avoir des enfants. En tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi les faire participer aux tâches ménagères. Vous allégez votre charge de travail.
Moi, j'avais fait la liste de tout ce que j'avais à faire et je leur avais dit, bon, je vous demande une demi-heure par jour pour m'aider, enfin pas pour m'aider, mais pour faire des choses. Donc, ils avaient choisi ce qu'ils voulaient faire. C'était accrocher le linge, décrocher le linge, le ranger. C'est plein de petites choses, mais des fois, on se dit, bah oui, mais ils sont trop jeunes. Bah, on le fait avec eux au départ. Ouais, après, j'avais une copine qui me disait, ah ouais, mais si je range pas son linge dans son armoire, c'est mal rangé. Mais moi, je disais, mais le temps que tu perds, en plus, il défait, il met le soupe dans son armoire parce qu'elle avait un garçon. Hein. Moi, très honnêtement, les filles prennent leur linge, elles le rangent. Alors, c'est pas parfait, on revient à la perfection. C'est pas comme on voudrait que ce soit fait, mais est-ce que ça vaut le coup de perdre une demi-heure de son temps à soi pour faire quelque chose qui n'est pas pour nous parce que honnêtement en plus il va mettre le souk, l'enfant il range, il prend un t-shirt, etc. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un placard très parfait et de perdre peut-être un quart d'heure à se faire ça et à faire une contrainte, parce que ça devient une contrainte hein, très clairement. Après on se dispute avec le gamin parce qu'il a mélangé machin, enfin voilà, ça parle à beaucoup, et de se dire pourquoi ne rangerait pas son linge comme il a envie. Alors c'est pas effectivement comme on veut que ce soit. Comme nous on voudrait. Voilà. Et c'est pour ça que là c'est important de dire on délègue. Effectivement, au départ, mes enfants, quand ils ont accroché le linge, c'était pas forcément comme je voulais. Tant pis. Si à partir du moment où ça sèche, après je leur ai montré moi mes astuces et tout ça. Et Estelle dit, mais quand on a un conjoint perfectionniste, c'est compliqué ta solution. En fait, il le fait. C'est lui qui le fait, j'ai envie de dire. C'est ça. Si c'est lui qui est perfectionniste, c'est. Pour l'enfant, oui. Alors, il impose à ton fils. Alors, ce qui se passe pour les enfants, c'est si les enfants rangent pas ou en tout cas pas comme on souhaiterait, c'est que c'est pas facile pour eux de le ranger comme on le voudrait. Est-ce qu'on a pensé? Alors moi, je sais que il y a 3 ans, j'ai mis en place la méthode KonMari pour ranger les vêtements. Et donc, je l'ai fait pour moi au départ. Et ma fille, elle a dit, c'est vachement pratique, tu as l'air de bien les ranger, parce que c'est empilé, c'est pas empilé comme ça les vêtements, mais c'est rangé à la verticale. Est-ce que certaines connaissent? Non, pas du tout. C'est quoi? La méthode KonMari. Alors là. Non, mais on va chercher. Ça va. Et en fin de compte, tu plies tes vêtements pour pas que ce soit empilé comme ça, mais que ce soit rangé à la verticale. Et quand tu prends quelque chose, tout ne bouge pas. Et comme moi, j'ai découvert ça, je l'ai fait pour moi. Et ma fille a dit, c'est super. Et elle fait pareil. Maintenant, c'est rangé. Elle met par couleur si elle veut ou elle ne met pas par couleur si elle veut. Donc, c'est toujours se dire, quelles sont les astuces pour que on puisse ranger efficacement. Et si l'enfant ne le fait pas, par exemple, à un enfant, ça ne sert à rien de lui dire range ta chambre. C'est beaucoup trop, une injonction qui est beaucoup trop grande pour lui. Ça ne veut rien dire. C'est range ta chambre, c'est dire tiens, là, tes Lego, tu peux les mettre dans cette boîte-là, voir si la boîte est accessible, voir si. Et si le conjoint est perfectionniste, il faut lui faire lire l'article. Est-ce que être perfectionniste, c'est une qualité ou un défaut? Il verra qu'il faut savoir lâcher prise sur certaines choses. Surtout que ça crée du stress pour pas grand-chose finalement. En fait, est-ce que c'est essentiel que le placard, enfin on revient sur l'image du placard, mais soit impeccablement rangé? Est-ce que ça va changer la vie des gens? Voilà, c'est bon. Après, effectivement, j'avais un ex-mari qui était hyper perfectionniste, hyper maniaque. Quand j'ai vu qu'il repassait derrière moi parce que ce que j'avais fait comme ménage ne lui convenait pas, j'ai très vite arrêté de faire le ménage. J'avoue que je ne vois pas l'intérêt de perdre du temps à quelque chose qui va être fait derrière. Mais effectivement, il n'imposait pas nos enfants ont été bien éduqués, ils savent faire leur chambre, mais effectivement, il n'était pas... il avait la bonne qualité il était perfectionniste, mais il le faisait derrière, il n'imposait pas son perfectionnisme aux autres, heureusement d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc, voilà, c'est vrai que
c'est bien que tout soit pas en bazar, mais c'est aussi accompagner ses enfants, faire avec eux, mais aussi les rendre autonomes. C'est vraiment une période où il y a des choses qu'ils peuvent faire en autonomie. Il faut se dire que quand ils sont en classe avec la maîtresse n'est pas toujours derrière eux à faire avec eux. C'est qu'ils puissent se débrouiller et puis au fur et à mesure de l'âge, leur demander des choses un peu plus. Moi maintenant, mes enfants sont plus grands, ben, quand moi je sais que je ne vais pas être disponible pour préparer le repas, ben voilà, je leur délègue le repas. Ils font peut-être des choses plus simples, mais au moins c'est prêt et c'est appréciable aussi. Donc voilà, enfin, déléguer en disant même si déléguer comment c'est pas exactement comme on voudrait que ce soit fait, mais après on peut en discuter. Et puis aussi penser à remercier la personne qui a fait lui dire ok bon et valoriser vos enfants ou votre conjoint sur tout ce qu'il a pu faire de positif, ne pas souligner que le négatif surtout. On a besoin, notre cerveau a besoin d'entendre du positif et se dire bah voilà ça je l'ai fait bien et ça encourage à continuer aussi à aller dans ce sens-là. Donc voilà, savoir aussi dire non pour certaines. Je suis en train de reprendre mes notes, voir ce que j'ai pu. Donc oui, les interruptions, donc éviter les interruptions. Vous savez qu'il y a une loi du travail qui est passée, qui a introduit le droit à la déconnexion. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a le droit de ne pas être connecté. Moi, je sais que dans la famille, ils savent que s'ils veulent vraiment me joindre, il y a le téléphone fixe parce que le portable est coupé toute la journée. Et c'est comme moi, je l'ai décidé que je regarde mon portable et que je regarde s'il y a vraiment quelque chose d'important. Et puis, réfléchissez vraiment qu'est-ce qui peut être important. Je dirais, même si un jour il y a une urgence, j'espère que ça arrivera, enfin, voilà, ça arrivera à personne, mais s'il y a un enfant qui tombe et tout ça, c'est pas, enfin, moi, je suis pas médecin, je suis pas secouriste, c'est pas moi qui vais faire les premiers soins. Donc, voilà, se dire, dans quelle mesure on a besoin, enfin, dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment une urgence? Les professionnels de santé, effectivement, là, ils ont vraiment des urgences. Mais vous, quelqu'un qui va dire oui, mais j'ai besoin de prendre un rendez-vous de façon urgente, je pense que dans vos métiers, ça peut toujours être différé de quelques jours. De quoi? De prendre quelqu'un qui dirait bah oui, j'ai besoin d'un rendez-vous en urgence. Est-ce que ça vous arrive que quelqu'un vous dise ça? Ah, mais tout le temps, tout le temps. En quoi est-ce que c'est vraiment une urgence? Ben, bon. Ah, c'est parce qu'en fait, tu n'as que des petits faits plaisir, donc devoir dire non et de la faire attendre 2 jours, mais tu ne te rends pas compte du sacrifice et de l'horreur que c'est dans leur état d'esprit. Hein. N'est-ce pas, Séverine? Ouais. Donc, faire des pauses, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le cerveau a besoin de repos. J'avais bien aimé l'image de la Formule 1. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Florence, on nous a dit, bah, même les Formule 1, elles font des arrêts au stand. Oui, c'est vrai. Pendant une course, voilà, même les Formule 1 font des voitures les plus puissantes, les plus performantes. Il y a besoin de petits réglages et puis c'est important. Ouais, de pause. Donc, alors, oui, je voulais aborder avec vous le sommeil, hein, parce qu'en fin de compte, c'est vraiment le pilier. Si vous voulez passer une bonne journée, c'est important d'avoir passé une bonne nuit. Mais pour avoir passé une bonne nuit, il faut aussi avoir passé une bonne journée. Donc, c'est soit un cercle vicieux, soit un cercle vertueux. Donc, c'est profiter de ce moment de confinement où le rythme est différent pour trouver votre rythme de sommeil et savoir combien de temps vous avez besoin de dormir. En disant, par exemple, l'idéal, je sais, c'est de se coucher entre 22h et 23h en général. Après, ça peut être un peu plus tôt. Bien sûr, les professions qui se lèvent à 5h du matin vont se coucher plus tôt. Ou des gens qui travaillent en restauration vont se coucher plus tard. Enfin, voilà. Mais c'est de se dire, voilà, je me couche à peu près, enfin, alors, l'exemple, c'est de se dire à 22h30 ou 23h. Ne pas mettre de réveil pendant plusieurs jours et voir naturellement à quelle heure on se réveille. Et moi, quand je l'ai fait, je me suis aperçue qu'en fin de compte, c'était bête, mais pendant des années, j'ai mis mon réveil une demi-heure plus vite que ce que j'avais besoin.
parce que j'avais besoin. Il aurait fallu que je me couche une demi-heure plus tôt et j'avais mon compte de sommeil. C'est pouvoir quantifier le compte et peut-être essayer de trouver un rythme. Et parce qu'en fin de compte, le problème de mettre le réveil, c'est que le réveil va couper notre cycle. Ouais. Et si le cycle est à la fin, c'est pas bon, on va avoir cette impression d'être encore endormi. Et là, ce qui est bien par rapport à ce que tu dis, c'est que là, à l'heure actuelle, en temps de confinement, on n'est pas obligé de mettre notre réveil. Donc, c'est peut-être le moment d'analyser combien on a besoin de temps de sommeil, puisque là, on n'a pas d'impératif. Et justement, comme ça, on voit si on a besoin de 5, 6, 7 heures, 8 heures de sommeil. Et effectivement, après, pour la reprise, se coucher peut-être plus tôt, parce que j'en connais qui poussent qui veulent rester absolument tard le soir, alors qu'en fait, elles ont besoin d'aller se coucher pour avoir le temps. Alors, Marie a dit, si on se couche tôt, on ne profite pas de son conjoint car on rentre tard. Ça veut dire quoi? On rentre tard, ça veut dire quoi? On se couche tôt, Marie. Tiens, prends la parole si tu veux. Amandine dit, je suis très à mon écoute pour m'endormir. J'ai pas honte de me coucher très tôt pour me lever de bonne heure. Souvent, Amandine, elle est levée à 5 heures du matin. Donc, mais c'est son rythme, c'est son rythme. Ça lui convient. Je t'ai déjà vu connecté à 5 heures. Ok. Ou alors, tu laisses connecter ton ordinateur parce que bien souvent, ton Facebook est connecté, ma biche. Ah oui, non, mais après, le Facebook, c'est autre chose. Des fois, ça reste sur le téléphone. Non, mais moi, par exemple, je me couche à 23h et je me lève vers 6h40, naturellement. Voilà. Donc, je sais que j'ai mes 7h, 7h30. Et pour moi, voilà, je sais que c'est suffisant. Et voir justement, et moi j'ai une amie qui me dit, bah oui, mais tu te lèves 6h30, c'est bonheur. Bah non, j'ai dormi 7h30, c'est mon compte, j'ai dormi suffisamment. Mais je sais que je ne suis pas du soir, qu'à un moment donné, je suis plus efficace, je tourne en rond et qu'il faut, ça ne sert à rien que je reste à faire quoi. Et effectivement, pour celles qui rentrent tard et qui disent, bah, j'ai pas l'impression de profiter de mon conjoint, de mes enfants, c'est de se trouver vraiment quelque chose à faire, un temps privilégié. Il faut mieux se dire, je passe vraiment une demi-heure pour soit discuter, soit pour faire un jeu, soit pour faire une activité bien précise. Et puis, plutôt que de rester 3 heures à regarder la télé avec son Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Profiter de son conjoint. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que profiter de son conjoint, c'est de regarder tous les deux la télé? Est-ce que c'est ça vraiment profiter de son conjoint, hein? Donc, Parce qu'il faut savoir que plus ça va, plus le. Oui, qui c'est qui parle? C'est Marie. Marie, vas-y, explique-nous. Bonjour à toutes. En fait, moi personnellement, j'ai essayé je m'améliore avec le temps, mais en fait, je rentrais chez moi vers entre 20h et 21h. Donc, on vit dans un mobil-home, donc on n'a pas la télé et on privilégie justement les échanges avec mon conjoint. Mais le temps de faire à manger, de prendre le temps de discuter, on se couche rarement avant 23h, 23h30. Le matin, je me lève à 6h et j'avoue que ça fait plusieurs années où je suis vidée au niveau énergie parce que voilà. Ouais. Alors, petite question, Marie. Pourquoi c'est toi forcément qui fais à manger quand tu rentres? Parce que sinon, ça serait que pâte à la carbo. Ah oui, mais en fait, pourquoi ça? Alors, deux choses. Soit tu prépares le repas et qu'il est juste à le réchauffer et quand tu arrives, c'est prêt. J'ai envie de te dire, ça fait gagner quand même une demi-heure. D'accord? Oui, mais j'ai essayé ça. Mais après, c'est préparer par exemple le dimanche. Je me dis, j'ai acheté mes légumes le samedi, donc je prépare tout le dimanche et je mets au congélateur. Comme ça, il n'y a plus qu'à décongeler et puis à faire, mais il faut quand même assaisonner ce genre de choses. Et puis, il fait autre chose à côté. Donc, c'est difficile. Et on n'a pas d'enfants. Et tu dis, tu te lèves à 6h30 et tu rentres à 20h. C'est quoi le rythme? Alors, je me lève à 6h, je pars de chez moi entre 7h30 et 8h et quelques. J'ai une demi-heure de route. Ouais. Et en fait, je travaille toute seule. Mes amplitudes horaires, c'est juste de 9h30 à 19h, comme beaucoup de personnes. Mais avant, en fait, j'aime bien arriver à 8h30 à l'institut pour pouvoir avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Parce qu'en journée, j'ai pas le temps.
Depuis peu, j'ai changé mes pauses, donc 3/4 d'heure de pause pour justement avoir le temps de répondre au téléphone, rappeler les clients, plier le linge, et puis prendre une pause, manger en 10 minutes plutôt que 5 minutes, quoi. Voilà. Amandine dit pourquoi se lever à 6 heures pour partir à 8 heures? Non, à 7h30, je pars. 7h30, 8h. Parce qu'en fait, avant, justement, je me fais des petites séances de, par exemple, on appelle ça les 5 gestes tibétains le matin, parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là où je peux faire ça. Et que j'aime bien prendre le temps de me préparer aussi. Pas de courir tout le temps, parce que je cours tout le temps et j'ai pas envie de ça. Donc, j'ai décidé depuis pas très longtemps de me lever à 6h au lieu de 6h30. Et comme on vit dans un mobil-home, on a un espace réduit. Et mon conjoint, mais ça c'est temporaire, hein, mon conjoint se lève à peu près en même temps. Donc, il faut être bien synchronisé. Si je me lève à 6h30, lui, il monopolise la douche, ce genre de choses. Et dans le timing, ça va pas trop, quoi. Ouais. C'est toute une organisation. Et alors, donc, le soir, se coucher, ne serait-ce qu'une demi-heure plus tôt, est-ce que c'est envisageable? J'essaye au fur et à mesure, mais c'est compliqué. C'est compliqué, mais je vais appliquer justement là le fait qu'on soit en confinement, le fait de ne pas mettre vraiment de se coucher à une certaine heure et pas mettre du tout de réveil pour voir à quelle heure je me lève et calculer le temps de sommeil qu'il me faut, et puis on avisera à ce moment-là, mais c'est pas évident. Comme pour beaucoup, je suppose. Ouais, mais pourquoi tu continues à mettre ton réveil? Non, mais justement, c'est que je dors beaucoup en fait et je n'ai pas un bon sommeil. Je me réveille, je suis fatiguée en fait. Alors et j'ai un cerveau qui travaille beaucoup la nuit. Qui travaille beaucoup la nuit. Et alors, ce qui est aussi important, c'est de ne pas se dire à son cerveau, par exemple, je vais pas assez dormir. Par exemple, en disant je me couche tard, je sais que je vais me lever tôt, je ne vais pas assez dormir. Si déjà vous avez dit à votre cerveau que vous allez être fatigué le lendemain, vous allez effectivement être fatigué le lendemain. C'est pareil, si vous vous levez et vous vous dites j'ai pas assez dormi, je vais être fatigué, votre cerveau va l'enregistrer. Et alors, ce qui peut être bien aussi, parce que j'ai des problèmes de sommeil pendant un moment, c'est d'avoir une lumière du jour. C'est de mettre le matin une lumière du jour qui permet de stimuler le cerveau pour qu'il comprenne qu'on se réveille. Par exemple, les gens qui disent je me lève, mais je reste dans la pénombre, par exemple, ça, c'est pas bon. Le médecin m'a bien dit, quand vous levez, vous allumez tout grand. Voilà, il faut vraiment dire, là, c'est le moment de se lever. Et Marie aussi, qui peut être fait, alors je sais que c'est peut-être plus compliqué, mais peut-être que vous avez des endroits où vous pouvez le faire, c'est de vous faire même ne serait-ce que 5 minutes de sieste, une petite sieste flash. Alors au début, vous allez dire, oui, mais en 5 minutes, je ne m'endors pas. Et puis, ça, c'est sûr. On s'habitue et on s'endort, et ça permet vraiment de récupérer. Alors, ça dépend. Parce que moi, tu me poses, je suis fatiguée, je fais une sieste de 5 minutes, mais dans les 10 secondes, Eric peut vous le dire, il me parle et en fait, je suis plus là. Hein. Ça marche très bien. Parce que tu as pris l'habitude et tu te dis pas… Non. Elle parle et au milieu de la phrase, elle se met à ronfler. Voilà. Besoin. Non, mais en plus de ça, parce que tu te dis, je vais m'endormir vite. Donc, forcément, tu conditionnes ton cerveau et c'est une histoire d'habitude. Mais c'est bien de travailler, de profiter du confinement pour s'analyser. Et là, on a la chance, ça n'arrive jamais. Analyse justement tes temps de repos, Marie, mais aussi fais ce qu'a dit Céline, c'est-à-dire liste toutes les choses que tu veux faire, sors-les de ta tête. C'est vraiment important de vous changer et sortez. Céline a parlé de Trello. Posez vos idées sur Trello. Je fais travailler sur l'organisation là-dessus et ça marche super bien. Après, vous pouvez trier, vous pouvez mettre soit à faire à la journée. Moi, je sais que j'ai mis tout ce que j'avais les appels, même là, dire qu'est-ce que je veux faire après le confinement, notez-le là. Faites-vous une colonne, rendez-vous à prendre après le confinement, par exemple, ou les achats à faire après le confinement parce qu'on n'a pas pu les faire là. Libérez-vous la tête parce que même au moment où vous couchez, alors je ne sais pas s'il y a certaines qui ont du mal à s'endormir, c'est parce qu'on a peut-être des idées qui tournent, donc les noter et c'est pour ça que vraiment se libérer l'esprit. Et puis trouver aussi voilà. Ouais.
Bon, ça, c'est les miens, hein, donc voilà. Donc moi, j'ai plusieurs tableaux où je marque mes articles, les idées, tout ce que j'ai à faire, mes projets futurs, etc., que je ne vous montrerai pas parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais voilà, l'idée, c'est de Trello, c'est ça, c'est Il un organisateur. est très facile à prendre en main. Ouais. Et C'est très simple. si je peux me permettre juste une petite remarque de mec, les lasagnes, une fois de temps en temps, c'est super bon. Ou les pâtes bolognaise, je sais plus c'était quoi. Carbonara. Les Carbonara. carbos. Les carbos, une fois de temps en temps, c'est super bon. Et alors, il y a des gens qui méchants qui disent que les hommes, ce sont juste des grands enfants. Et les enfants de toute taille, on peut leur apprendre et on leur apprend des choses. Hein. Il y a des hommes qui font la cuisine. Il y a même quelqu'un qui est en train de faire une salade en ce moment. Voilà, il est en train de préparer la Des choses à faire, mais même à cuisiner ensemble avec les enfants ou avec le conjoint. Ça peut être aussi des solutions. Et puis, alors, pour ceux qui sont copines, qui sont toutes seules, vous pouvez très bien appeler une copine en même temps que vous cuisinez, ou vous pouvez aussi faire du sport avec quelqu'un à distance. Enfin, il y a peut-être aussi des solutions à trouver. Alors moi, il y avait une astuce parce qu'en fin de compte, à un moment donné, quand je suis trop fatiguée, j'arrive plus à aller me coucher. C'est-à-dire que je tourne tellement que je ne sais plus. Donc j'avais mis un réveil, mais pour aller me coucher, moi. Je mettais mon réveil à 22h en me disant, bon, là, t'arrêtes ce que tu es en train de faire, tu commences à te préparer pour aller te coucher, et puis pour aller me coucher vers 22h30, ou alors mettre 22h30 pour 23h. Et le réveil ressonnait toutes les 5 minutes, tant que je n'étais pas partie me coucher. Donc voilà, c'est une astuce pour se coucher un peu plus de bonheur. Et puis, pour ceux qui regardent la télé, il y a les replays ou les enregistrements, mais bon, voilà. Et alors, et ne pas compter non plus temps de sommeil et temps passé au lit. Des fois, il y a des gens qui disent, ah bah oui, moi j'ai besoin de 9 heures ou 10 heures de sommeil, mais c'est le temps qu'ils passent au lit, c'est pas forcément le temps où ils ont vraiment réellement dormi. Donc, bien faire la distinction entre ça. Bon. Mais là, le sommeil, je pourrais vous en parler pendant 10 heures parce que j'ai aussi un atelier là-dessus. Donc là, non, ce serait bien qu'on parle aussi de l'après-confinement. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce confinement? Qu'est-ce que vous voulez garder? Quelle habitude vous allez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place que vous voulez conserver? Donc, c'est bien de penser déjà à l'après-confinement, mais n'y pensez pas 24/24 parce que sinon, il ne faut pas que ça tourne en rond non plus. Disez aussi de façon positive. Si déjà vous dites que vous allez être débordé, que vous allez être saturé, vous allez déjà démarrer avec cet état d'esprit et votre cerveau va déjà être fatigué rien que de penser à cette charge de travail. Donc, peut-être maintenant se poser et trouver des astuces pour vous simplifier certaines choses. Alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais par exemple, je vois les médecins maintenant, il y a des prises de rendez-vous à distance. Ils ont un calendrier. Est-ce que ça, c'est des choses qui… Il y en a qui ont leur agenda en ligne et c'est vrai que ça décharge, ça évite beaucoup de rappels, etc. Et il y en a qui sont réfractaires parce qu'elles veulent contrôler encore la prise de contrôle sur leur planning, etc. Mais j'avoue que ça marche très, très bien. Et s'il y a vraiment un rendez-vous qui ne vous convient pas à l'heure où elle a pris, vous pouvez juste appeler la cliente en disant « Oh là là, il y a eu un bug sur l'agenda en ligne. J'avais déjà une cliente et vous la déplacez. » Ça se fait, les filles. Voilà. Et ça évite de rappeler tout le monde. C'est de l'automatisation, c'est de la délégation, effectivement. Ça se fait vraiment. Alors, et puis moi, en tant que cliente, moi, je veux vous le dire, en tant que cliente, j'aime bien pouvoir choisir mon créneau. C'est ça. Par exemple, que ce soit, même tous les professionnels de santé ou de se dire, bah tiens, ah oui, ça m'arrange ce créneau-là. Plutôt que même si c'est un rendez-vous qui est pris dans un mois, eh ben de trouver vraiment le créneau qui me convient. Tandis qu'en général, quand j'arrive, on me dit, est-ce que sur ce créneau-là, vous êtes disponible? Je dis oui, je suis disponible, mais ce n'est pas forcément celui qui m'arrange le plus. Mais je dis, bon, allez, elle m'en propose un, je prends celui-ci. Et de pouvoir laisser la possibilité à la cliente de choisir ce qui lui convient, je trouve que c'est aussi un plus.
Et puis, je vois par exemple les médecins, ils proposent différentes sortes de rendez-vous. Si c'est un premier rendez-vous, si c'est un rendez-vous si c'est un rendez-vous simplement de vérification. Et je pense que ça, vous pouvez le faire. Alors, je sais pas. Non, mais c'est faisable, hein. On peut paramétrer tout, hein. Moi, j'avais un agenda en ligne, ça marche très, très bien. Et je dirais même que moi, j'avais une infirmière, elle finissait son service à 5 heures, les jours où elle avait, ou 5 ou 6 heures, les jours où elle avait vraiment une salle nuit, elle prenait rendez-vous à 6 heures, elle ne m'avait pas, elle prenait son rendez-vous en ligne et c'était OK, hein, donc c'est super. Et moi, en tant que client de barbier et non pas d'esthéticienne, je prends rendez-vous chez mon barbier vers 1h ou 2h du matin. Et je pense qu'il n'aimerait pas avoir un coup de fil. C'est ça. Non, mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est au moment où on y pense, on se dit, tiens, il faudrait que je prenne un rendez-vous. Et je n'ai pas besoin d'attendre que le secrétariat ouvre. Alors, peut-être que pour certaines qui ont des clients qui préfèrent appeler, Oui. faut laisser le choix. Oui, mais ça réduit le nombre d'appels. Génial. C'est notre privilégié en disant, si vous voulez prendre rendez-vous, appelez de telle heure à telle heure. Et voilà. Sur ces temps-là. Après, je ne sais pas où est-ce que là, vous allez pouvoir privilégier plutôt des clientes fidèles qui vont appeler en premier. Parce que, à la rigueur, là, est-ce qu'il y a déjà possibilité de planifier la reprise? Le problème, c'est que on ne sait pas quand on va rouvrir. Donc, le souci, c'est que l'annonce du 11 mai, nous, nous sommes des métiers de contact. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas si on va être concerné ou si nous, on va devoir attendre. C'est bien là le problème. Donc, moi, ce que j'ai conseillé, c'est de faire des listes d'attente. Et les filles, alors là, je vais être assez cash, c'est-à-dire lister vos listes, enfin, vous avez votre liste d'attente et lister ce que va vous rapporter la cliente en termes de rentabilité de chiffres et ne mettez pas toutes vos épiles ou toutes vos prestations peu chères au début, même si la cliente de l'épilation sourcil vous a appelé en premier, c'est pas elle avec ses entre 9 ou 15 euros qui va vous permettre de rattraper du chiffre. Donc, priorisez votre liste d'attente par rapport à votre rentabilité. Bon, ça, c'est juste un conseil que je leur donne parce que c'est vraiment… Non, mais je l'avais noté, Florence. Excuse-moi. Non, parce que c'est ce qu'on conseille à chaque fois, c'est regarder dans les prestations ce qui vous rapporte le plus de chiffre d'affaires par rapport au temps investi. Bien sûr. J'ai noté et c'est vraiment privilégier ces prestations. Les clientes fidèles, effectivement. Peut-être aussi proposer justement des abonnements comme ça, en disant celles qui ont des abonnements, elles vont passer en premier. Peut-être sûr d'avoir une récurrence derrière, mais… Oui, mais voilà. L'idée, c'est aussi profiter de ce temps aussi d'un parti de gestion, de faire, j'analyse mon fichier client. Quelles sont les clientes qui me rapportent le plus? Quelles sont celles qui vont… En plus, généralement, celles qui rapportent le moins et qui sont les plus pénibles, c'est généralement celles qui nous rapportent le moins, généralement. Et la loi de Pareto, comme tu disais, 20-80, utilisez 80% de votre temps pour vos 20% de clientes qui vous rapportent le plus. C'est comme ça que vous allez augmenter votre chiffre, c'est comme ça que vous allez augmenter votre rentabilité et ça va aussi vous faire déculpabiliser et apprendre à dire non à vos clientes qui vous prennent 80% de votre temps et qui vous rapportent juste 20% de votre chiffre d'affaires parce que cette loi de Pareto marche très très bien. Je suis entièrement d'accord avec Florence, c'est tout à fait vrai. Donc, privilégier les clientes qui vous apportent le plus de chiffre d'affaires et qui vous prennent le moins de temps dans l'immédiat. Et puis, les gens vont… De toute façon, si vous avez peur de perdre des clients, vous dites bien que la concurrence, elle sera comme vous. Elle sera aussi chargée. Donc, ils ne vont pas forcément plus recevoir du monde. Donc… Et comme on disait au départ, il va falloir faire un équilibre et trouver l'équilibre. Mangez, ma chérie. Excusez-moi, mon ours fait du bruit derrière moi. Rappelez, même si vous dites non à une cliente qui vous rapporte pas grand-chose, oh là là, je vais la perdre, mais
vous êtes dans le fait plaisir, vous vous mettez en 4, mais il y a un moment donné, il faut aussi savoir dire oui à soi et donc profiter du temps de confinement pour savoir quelles sont aussi vos priorités. Vous avez le droit, comme tout un chacun, vous êtes aussi, vous avez autant de valeur que vos clientes et vous avez du temps à vous accorder pour vous parce que c'est important. Et puis, c'est vrai que pour celles qui ont des enfants, dites-vous que quand vous allez rentrer, prenez vraiment un temps privilégié. Faites déjà une liste de que vous aimez faire avec votre enfant vraiment et déléguez au conjoint le fait de faire, je sais pas moi, les douches si vous n'aimez pas. Mais si vous aimez faire les douches avec vos enfants, gardez-le pour vous. Vraiment trouver les moments que vous avez vraiment envie de passer avec votre entourage. Effectivement, peut-être en semaine, vous n'allez pas passer de coups de fil aux amis, vous attendrez le week-end ou un peu plus tard et vous en profitez maintenant pour les appeler. Et c'est de se dire qu'il y a des moments où là, vous savez que ça va être votre travail qui va passer en priorité, mais trouver vraiment ce qui vous fait plaisir à faire en dehors du travail pour vous ressourcer, vous remettre en énergie. Et penser à dormir. Alors, je vois l'heure qui passe. Est-ce que tu as des choses que tu voulais absolument dire avant la fin? Et est-ce que vous avez des questions, les filles? Parce que tu nous as fait une belle conférence, tu nous as apporté plein d'astuces et vraiment pour la gestion, elle vous a donné énormément de lois et énormément de choses pour mettre en place. Je vous inviterai à la réécouter parce que vraiment, tu nous as apporté beaucoup de contenu. Est-ce que vous avez des questions et puis est-ce que tu as des choses à rajouter? Alors moi, non, ça va. C'est un plaisir d'intervenir avec vous et de se poser justement pour prendre ce temps de… Alors moi, mon site, c'est Tant mieux attitude parce que c'est vraiment de se dire qu'il faut reprendre, il faut réfléchir à gérer son temps différemment. Voilà, c'est vraiment l'important et arrêter d'être dans cette de tout de suite. Bon, j'ai un peu plus de mal à parler, là, c'est la fin. Tu vois, on arrive vers l'heure. Là, ça fait 1h15. Enfin, même, nous, on était connectés à 20, donc ça fait presque 1h30. Tu vois, le cerveau, il commence à devenir 1h30. Pré-foyer. Oui, je veux bien que vous interveniez. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à nous dire, les filles? Partagez, hein. Prenez le micro. Elles sont timides. Alors, j'ai pas pu regarder le chat en même temps. Mais… Je t'ai parlé, je t'ai dit les choses qui avaient important. Non, ils disent que c'est parfait. Nous remercie, merci. Donc, tu as été super claire apparemment. Très bien. On va aller voir les liens aussi que tu nous as donnés et puis ton blog, hein, je pense, pour voir aussi concrètement comment noter ce qu'on a à noter sur comment s'organiser. Alors, j'ai aussi, sur mon site, vous allez trouver un test pour recevoir un test. Et ça va permettre de choisir ma caméra. Quelle partie vous souhaitez vous améliorer. Donc, n'hésitez pas à faire le test pour voir, vous, les points à améliorer en fonction de votre personnalité. Et vraiment vous dire là, qu'est-ce qui me prend, enfin, dans mon activité, qu'est-ce qui me prend le plus de temps, qu'est-ce que je peux faire comme amélioration pour réduire ce temps. Et alors, je ne sais pas si par rapport, alors là, c'était une réflexion que j'avais, mais quand j'entendais parler laver les serviettes et tout ça, est-ce que c'est des choses qui peuvent être déléguées? Est-ce que c'est rentable de déléguer ou pas, Florence? C'est compliqué. Laver le linge, etc., mis à part si tu as un gros institut ou une grosse structure, c'est hyper compliqué de le déléguer. Mettre au pressing. Mais pressing, après, ça fait des charges. Quand on est un petit institut, c'est vrai que c'est pas forcément… alors, il faut se renseigner sur le coût. Parce qu'il y a des tarifs qui sont intéressants aussi. Voilà. Par contre… Est-ce que là, te dire, est-ce qu'il faut mieux pas prendre une cliente pendant ce temps, est-ce que ça ne rapporte pas plus que la dépense que ça va engendrer?
Alors après, moi j'étais seule aussi, Marie, et à la fin, la dernière année, j'avais pris une femme de ménage sur 2 fois par semaine qui faisait tous les poussières de tous mes rayonnages, etc. Je ne le faisais plus moi-même parce que je travaillais énormément en cabine et ben oui, comme tu disais, je préférais faire une cliente et payer une femme de ménage 4 heures par semaine, donc 2 et 2, pour vraiment faire. Je pense qu'il y a des choses quand même que tu peux analyser, liste toutes les tâches que tu fais tous les jours et voir ce que tu peux déléguer, comme tu disais, faire la liste de choses qu'on peut déléguer dans le tableau urgent, non urgent. C'est important parce qu'on se dit qu'on veut tout faire nous-mêmes quand on est seul. Et comme la TVA, comme la comptabilité, comme les déclarations, il y a plein de choses qu'on se dit, ah ouais, mais ça a un coût. Mais c'est quoi le coût? Est-ce que ça ne vous procure pas trop de fatigue? Est-ce que vous pouvez prendre une cliente plutôt que de passer 2 heures à faire vos tableaux, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se déléguer ou en tout cas se faciliter avec de l'informatique. Il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place et à travailler. Après, on peut aussi faire du troc en disant, si vous connaissez quelqu'un qui, je sais pas, la personne qui a un pressing, vous dit, on échange nos offres. Voilà, il y a peut-être des choses à faire ou quelqu'un qui a la comptabilité et vous lui faites une offre. Oui. Enfin, voilà, je sais que c'est des pratiques qui peuvent aussi se faire. Estelle dit partenariat. Marie, tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. En fait, l'histoire du linge, en fait, alors effectivement, quand on est toute seule, il faut être bien organisé, mais ça va changer parce que je crois fortement avoir trouvé ma petite perle rare. Mais pour le linge, en fait, je lave le linge, par exemple, la nuit quand je pars, et le matin, en fait, quand j'arrive, je le mets à sécher, et à ma pause, je le plie. Ça prend pas non plus beaucoup de temps, c'est que des petites 5 minutes. Donc, c'est pas non plus compliqué. Le temps à aller jusqu'au pressing. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, aller au pressing, ça prend du temps et avec l'amplitude horaire que j'ai en étant seule. Après, Marie, moi qui ai fait jusqu'à 17 heures par jour en cabine, et je le dis qu'il ne faut pas faire ça. Ah non. Voilà, donc je suis la grande fradingue, c'est moi, mais je l'ai testé, je l'ai expérimenté, ne le faites pas. Je vous accorde que c'est pas du tout bien. Moi aussi, j'étais toujours dans le dire, il faut prendre les clientes, etc. Analyse quand même ton coût de revient, ta rentabilité. Je pense qu'il y a justement, prends ce temps d'analyser. Alors, je ne connais pas ta situation, mais je pense qu'il y a vraiment une réflexion à pousser de savoir est-ce que toutes mes clientes sont rentables? Est-ce que… Alors, j'ai travaillé là-dessus justement parce que j'ai décidé en 2020 de plus travailler à perte. Donc, au niveau tarif, je perds pas ou je perds très très peu. Et puis après, je suis pas du tout dans la rentabilité. Je préfère avoir peu de clients, mais travailler correctement. Et il y a de l'attente et ça me dérange pas de dire non aux clients en fait. Ouais, de dire non, mais est-ce que tu es suffisamment payé par rapport pour ce que tu fais? Oui. D'accord, non, parce que depuis… Pas par rapport aux heures, mais par rapport à ce que je fais pour une responsable. Oui, non, mais parce que là, tu me parles d'heures, tu parles que ton planning est lourd. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. J'ai peut-être mal compris. Mais il y a peut-être une adéquation parce que si tu fais beaucoup d'heures, est-ce que la rentabilité est là derrière, quoi? Alors en fait, je fais beaucoup d'heures, pas plus que ça au niveau d'horaire d'ouverture. Ce que je vous disais, je fais du 9h, 9h30, 19h. Donc ça, je ne veux pas dépasser parce qu'on a une vie à côté. Quand même. Mais c'est bien. Mais le reste, en fait, c'est toutes les petites choses qu'il faut faire. Alors, tout ce qui est comptabilité, ça, je laisse à mon comptable parce que je ne sais pas gérer et je vais perdre du temps et de l'énergie. Mais après, c'est toutes les petites choses que l'on a au quotidien à faire. Enfin, des mails, rappeler les clients, gérer des choses, des impressions. C'est tous les petits trucs que je fais avant et après qui prennent du temps. En journée, je me consacre aux clients. En fait, je pense que ce que disait Célia au démarrage, c'est-à-dire que liste tout ce que tu as à faire que tu fais dans la journée. Et je pense que faire des plages horaires d'1h30, comme a dit Céline, là, pendant 1h30, je te dis, aujourd'hui, je fais tous mes posts et mes mails programmés et tu n'y reviens pas de la semaine parce que là
Enfin, il y a plein de petites tâches et beaucoup de petites tâches. Je dis enfin, ça prouve une… Mais ça, je peux pas le faire pendant mes heures d'ouverture, puisque j'ai déjà du délai. Mais, bah, il y a des choses à travailler là. D'accord. On je vais travailler. On est d'accord, Céline? Oui, tout à fait. Ouais. Dans le discours, je comprends qu'il y a des choses À optimiser. à améliorer, ouais, à optimiser. Ça, c'est sûr. Si tu veux un petit retour expérience de ce que j'entends, ça me fait penser à une personne avec qui je ne vis pas du tout en ce moment. Qui a un peu du mal à qualifier de travail tous les petits trucs autour de son travail, dire non, mais c'est que ça compte pas comme du temps de travail, ça compte pas. Et oui, c'est ça. Et en fait, ça doit être intégré dans ton temps de travail. C'est pas 10 heures de ce que tu dis, c'est 12 ou 13 heures que tu fais dans ta journée. Ça. Oui, c'est ça. Voilà, donc en fait, tu es un peu comme moi. Donc voilà, donc je pense que va voir le blog de Céline, je pense qu'il y a des choses à prioriser et je pense qu'elle aura beaucoup de conseils à t'apporter. Déjà, il y en a eu plein, donc déjà, je vous remercie infiniment. Ouais, ça confirme certaines choses. Oui, Il faut mettre en application, c'est tout. Alors, merci. Surtout, soyez indulgente avec vous. Vous n'allez pas pouvoir tout mettre en place d'un seul coup. C'est vraiment du pas à pas et revenir. Enfin, moi, quand j'ai fait la gestion du temps, il a fallu des années pour intégrer certaines choses. Donc, soyez bienveillante et puis dites. Mais c'est surtout quand vous avez un problème, c'est axez-vous sur la solution. Qu'est-ce que je peux trouver comme solution? Qu'est-ce que je peux faire? Même si c'est une toute petite action simple, le plus simple possible. Essayez de trouver des solutions hyper simples et éviter de perdre du temps sur des choses qui, effectivement, peuvent paraître un peu plus futiles. Voilà. Et comme a dit mon ours qui était derrière moi, même si j'y travaille et que je me suis améliorée, vous avez vu que je suis encore en train de trop travailler, mais c'est avec toujours plaisir. Donc voilà, on ne se refait pas, malheureusement. On s'améliore, mais le chemin est long. On peut changer, on peut progresser. Et progresser, et je suis fière de moi, mais il y a encore une optimisation de ce que l'on dit derrière moi. Je voulais te remercier, Céline, pour ce temps avec nous. J'espère que ça vous a plu, les filles. Bien. Et puis, je vous mettrai les liens comme d'habitude. Enfin, c'est surtout Eric. Sous la vidéo Facebook, vous aurez aussi toutes les coordonnées de Céline. Si vous voulez la voir un peu plus et parler encore plus avec elle. Et merci à vous toutes. Pour celles que je vois cet après-midi en cours, je vous dis à cet après-midi. Lundi, c'est une surprise. Je n'ai pas encore eu la confirmation, mais je pense très certainement qu'on parlera énergétique. Mais je vous en dirai plus d'ici demain, je pense, pour avoir la confirmation. Céline, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, merci à toi, Florence, à Eric aussi, qui est dans l'organisation. Et puis, vous voyez, elle arrive à déléguer. Elle a beaucoup de travail, mais elle arrive à en déléguer une partie. Donc, moi, c'est un plaisir d'être intervenue pour vous. Et puis, prenez soin de vous, de vos proches. Et surtout, à la reprise, pensez à vous. Et voilà, prenez du temps pour vous et pour savoir ce qui vous met en énergie. Voilà. Je vous dis à bientôt, à une prochaine. Merci. Bientôt, je vous dis à lundi prochain, 10h30. Et puis, alors, je remettrai tous les liens sous la vidéo de YouTube. À ciao! Ciao!